Julien Comelli, vous nous sortez une petite pépite, ce livre que l'on a en face de nous, consacré au film de minuit de la RTS, mythique. Alors, je ne sais pas si c'est une pépite, mais en tout cas, elle n'est pas petite. Elle est très grosse. Oui, j'ai consacré un ouvrage qui vient de sortir, qui m'a pris 5 ans de ma vie, sur le film de minuit. Donc, une case horaire qui a débuté en janvier 1984, qui existe toujours. Donc, c'est à peu près la plus vieille case horaire de la RTS avec temps présent et à bon entendeur, même si ce n'est pas du contenu original. Hein. Et effectivement, je me suis amusé à recréer cette case horaire, enfin, tous les films qui avaient été diffusés, qui m'ont rappelé plein de souvenirs, parce qu'évidemment, j'ai grandi avec ça. Et je pensais que ça serait une aventure très simple, et en fait, elle l'a été un peu moins que je le pensais. Vous dites que vous avez grandi avec ça, c'est réel, depuis votre plus jeune âge, ces films de minuit vous ont marqué. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors je pense que ces films de minuit ont marqué toute une génération. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte la première année où je suis arrivé ici, où je pensais être le seul Suisse romand à avoir connu cette histoire, c'est-à-dire que le magnétoscope est arrivé très vite dans le salon familial. Mon père n'a jamais réussi à le domestiquer. Par contre, moi, j'ai très vite compris comment ça fonctionnait. J'ai très vite compris qu'il y avait un système de programmation et qu'il suffisait de mettre une VHS, ces gros monolithes noirs avec de la bande dedans, qui servait, c'était le premier support domestique qui permettait d'enregistrer des émissions, donc le pré-streaming quelque part, et d'enregistrer des films pendant que tout le monde dormait à la maison, moi y compris. Et le mercredi après-midi, quand nos parents travaillaient et que nous on avait congé à l'école, c'était assez facile de convaincre mes parents que des petits camarades viennent à la maison en leur disant qu'on regardait Louis de Funès, Belmondo, des innocentes comédies, alors qu'en fait on regardait Alien, La Chose, Halloween, et j'en passe. Et je pensais être le seul à avoir cette histoire. Et vraiment, en arrivant ici la première fois en 2007, j'ai fait des synergies avec des gens que je connaissais pas. On a des atomes crochés. Et je me suis rendu compte qu'on était des centaines, je pense, en Suisse romande, d'avoir exactement la même histoire. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, dans les coches de vie, vous savez, une chose à faire une fois dans sa vie, écrire un livre. Puis je me suis dit, bon, allez, faisons ça sur le film de minuit, parce que je me suis un peu rencardé quand même. Et tout le monde semblait penser que ça pouvait être une bonne idée sur le patrimoine suisse romand, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. On trouve peu d'histoires. On a négligé pendant très longtemps notre histoire contemporaine, donc des choses très proches, en se disant, voilà, c'est des choses qui passent. Et en fait, on se rend compte maintenant que je pense que c'était une erreur et qu'il faut marquer et qu'il y ait des traces de ce genre de choses. Pour la nouvelle génération, en fait, qui a l'habitude de voir les films aussi sur Internet, c'est peut-être difficile à imaginer, mais à l'époque, il y avait les vidéoclubs et les films de minuit aussi, qui rendaient accessibles au fond ces films, comme vous dites, La Chose de John Carpenter ou Freddy Krueger, enfin ces films qui ont marqué cette génération. Et là, cette case horaire à minuit, elle rendait accessible aussi pour les enfants ces films. Et il y a une chose très importante à dire, c'est que la jadis TSR, donc actuellement RTS, était la seule télévision publique a osé proposer ces choses-là. Hein. Les chaînes françaises se sont réveillées beaucoup plus tard. Il y avait une émission qui s'appelait Les Jeudis de l'Angoisse, qui arrivait fin des années 80. Mais la RTS, c'était vraiment les premiers à passer ce genre de choses. Et effectivement, vous l'avez dit, les gens de ma génération qui sont nés peut-être un peu trop tard pour avoir connu les grands films qu'on adore maintenant en salle, eh bien, on a vu les vidéoclubs émerger, c'est-à-dire ces petites échoppes qui étaient toutes petites à l'époque, où il y avait des centaines de jaquettes. Et à l'époque, il n'y avait aucune censure dans les vidéoclubs. Donc, plein de films qui avaient été censurés en salle arrivaient en vidéoclub, souvent sous d'autres titres pour des histoires de copyright. Et en fait, on pouvait louer à peu près tout et n'importe quoi, y compris, parce qu'évidemment, tout le monde va dire la même chose, mais les vidéocassettes René Château, on louait un Belmondo, on avait une bande-annonce de Massacre à la tronçonneuse à la fin. Et forcément, même si nos parents nous disent, vous ne regarderez jamais ça, on a envie de voir ça. Alors, le vidéoclub, ça coûtait cher. Louer un film à l'époque, ça coûtait 7 francs. 7 francs en 1982-83, je vous garantis que ça fait quoi ? Peut-être 20 francs maintenant. Donc, moi, je grillais tout mon argent de poche entre le cinéma Lido à Delémont, où j'allais voir tous les films qui sortaient, Les Aventuriers de l'Arche perdue et compagnie, le vidéoclub, où je récupérais ce que je n'avais pas vu, et puis à un moment donné, on n'a plus d'argent. Donc, le film de minuit a aussi servi à ça, c'est-à-dire qu'on pouvait accéder à ces films dont on voyait les jaquettes en vidéoclub, et aller les voir sans devoir payer parce qu'on n'avait plus d'argent, et puis aussi surtout découvrir d'autres choses, parce qu'à partir du moment où on se rend compte que cette programmation a des films, comme vous l'avez dit, transgressifs, c'est un terme un peu alambique mais qu'on utilise souvent, eh ben, on commence à faire confiance au programmateur, et le programmateur s'appelait Michel Schopfer de cette émission, et se dire, il y a des titres, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais mettre une cassette dedans, je vais regarder, et évidemment c'est là que j'ai eu les plus grosses surprises, quoi, dans le bon sens du terme. Bon, on a envie de vous demander, vous ne restiez pas éveillé alors ? Vous n'attendiez pas minuit, vous enregistriez ces films. Pourquoi ? Oui, parce qu'évidemment, je pense que je me serais fait gauler assez rapidement par mes parents, même si je pense qu'ils avaient compris le stratagème assez vite. Puis j'ai des parents qui étaient un peu en pilotage automatique, donc ils disaient c'est pas bien grave, et puis ça va, je suis encore là, et puis il semblerait que
tout aille plutôt bien. Mais effectivement, les seules fois où je me réveillais, c'est quand la RTS faisait des nuits du cinéma, que j'ai intégré dans ce livre. Des nuits du cinéma, toujours le 31 décembre, il y avait des nuits du cinéma, il passait 4 films d'affilée. D'ailleurs, il y a une histoire assez cocasse dans ce livre à propos du film Emmanuel, qui a été déprogrammé au dernier moment. Et il y a un moment, une impulsion vraiment dans le changement du film de minuit, qui au départ passe surtout des rediffusions, des westerns, du Nouvel Hollywood, des films français. Et autour de Pâques 1985, ils font une nuit. Cette nuit a lieu qu'une fois. Ça s'appelait la Nuit des loups-garous. Ils ont passé d'affilée Halloween, L'île du Docteur Moreau, Crapaud et Creepshow. Et là, évidemment, j'avais mis mon réveil entre deux, en calculant à peu près où c'était, pour aller changer de cassette à 4 h du matin. Et là, je ne m'étais pas fait avoir, parce que j'avais des parents qui avaient sans doute un sommeil extrêmement profond. Alors, c'est intéressant, vous dites enfant déjà. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce genre de film ? Je pense, je ne vais pas faire celui qui sait, je ne sais pas, mais je suis devenu cinéphile très vite. Je suis entré dans une salle de cinéma en 1977, la première fois, pour voir les aventures de Bernard et Bianca, donc ça n'a rien à voir. Mais par contre, je pleurais à la fin de la séance, non pas parce que c'était fini, puis j'avais pas envie de partir de là. Donc j'ai très vite compris que c'était un prolongement de mon existence, de mon histoire de vie, de regarder des films, et évidemment de se retrouver quelque part dedans. Mais quand on voit Pulsion de Brian De Palma, qui est passé 3 mois après Emmanuel, sans que ça pose aucun problème à Monseigneur Cheveri, qui avait martelé pour qu'Emmanuel ne passe pas, et que vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, ça vous fait un peu des sensations dans le corps, parce que c'est un film extrêmement, alors lui, transgressif, qui a longtemps été mal considéré aussi, Brian De Palma. C'est curieux de savoir. Maintenant, c'est évidemment quelqu'un sur lequel on ne va plus émettre la moindre réserve, mais ce film avait été censuré grandement aux États-Unis, même dans certaines salles, je ne sais pas en Suisse, mais en tout cas, quand il a passé à la RTS, je vous garantis qu'il était complètement uncut, comme on dit. Et quand vous voyez ça quand vous avez 11 ans, c'est comme monter dans un train fantôme. Que ce soit pour des notions d'un érotisme, d'horreur. Et moi qui suis un aventurier dans mon canapé, comme j'aime dire, c'est parfait. Parce qu'en fait, je sais que je vais monter dans un grand 8 pendant 2 heures, mais que je risque a priori rien, sauf quand je vais me coucher et que j'entends des bruits un peu bizarres, que j'entendais des bruits un peu bizarres dans la maison. Venons-en au livre. On a tout d'abord cette couverture. Magnifique, et puis qui montre cette diversité au fond des films qui ont été diffusés dans cette case horaire de minuit. Alors la couverture, c'est pas moi qui l'ai fait, je la dois à un graphiste qui s'appelle Jérémy Gerda. J'ai épuisé plusieurs graphistes avant parce que je voulais vraiment une composition qui ressemble à une affiche de film, comme je la voyais dans les années 70, vous savez, des affiches de Blaxploitation où on voit des gens avec des flingues, des hélicoptères, des cascades, puis quand on va voir le film, on se rend compte en fait que l'hélicoptère c'est une carcasse à laquelle on a foutu le feu dans un coin, et puis qu'on s'est un peu fait avoir. Et Jérémy Gerda est un graphiste jurassien, moi je suis jurassien aussi d'origine, qui a eu la gentillesse de relever ce défi. Il a eu beaucoup de patience parce que j'ai l'œil et la composition originale était très vite tout à fait dans le bon ton, mais il a fallu déplacer des personnages, bouger d'un millimètre des choses, mettre plus en évidence certaines autres. On a triché d'ailleurs sur un élément qui ne se voit pas, à l'œil nu c'est très bien, parce que Sophia Loren ne voyait pas son pied, donc on a dû mettre le pied de Betty Page. Betty Page était une stripteaseuse très connue dans les années 50 aux États-Unis. Tous ceux qui connaissent ce nom auront quelques émois peut-être. Donc il a relevé ce défi, et moi je suis très content parce que tous les gens qui voient cette couverture comprennent de quoi va parler le livre. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, même s'ils ne connaissent pas forcément le film de minuit, ils savent exactement ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ce monolithe blanc. Donc ça, c'était un pari réussi, et je le dois à des gens qui ont... C'était un grand travail solitaire pendant 4 ans et demi, puis après j'ai été obligé avec grand plaisir, d'avoir des gens extérieurs qui m'ont grandement aidé pour faire que ce livre ressemble à ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire un pavé. Il paraît qu'on appelle ça une encyclopédie depuis le début de la semaine, qui pèse le poids de mon fils Thomas à sa naissance, 2,9 kg, sauf que celui-là, il va rester à 2,9 kg. On se souvient évidemment des films surtout horrifiques, des films de science-fiction, des films gothiques, des films d'épouvante, comme on les appelait. Quelques films effectivement à connotation érotique, mais c'est très 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 peu. Par contre, ça représente à peine le 50% du livre. Et à côté de ça, on a du Nouvel Hollywood, on a des thrillers paranoïaques, on a des westerns, on a des comédies musicales. Et en fait, si cette case est devenue aujourd'hui une case effectivement réservée aux films d'horreur, qui a été déplacée maintenant, c'est le vendredi soir, à l'époque c'était le samedi, on se rend compte à l'époque c'était un panel absolument
incroyables d'un cinéma surtout américain, mais aussi italien. Il y a des films de Mario Bava, et pas uniquement versés dans le film, dans le film d'horreur. C'est plutôt des films que, pour une raison ou pour une autre, on pouvait difficilement diffuser à 1 heure de grande écoute. Donc, moi, je dirais ce livre, et je suis assez content que les gens qui l'ont parcouru ou qui l'ont lu me disent, mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir forcément été des fous furieux du film de minuit pour y trouver notre compte, parce que j'ai regroupé les films par genre. C'était très compliqué de trouver comment on allait cataloguer ça, parce qu'il y a eu beaucoup de films qui ont été rediffusés, donc si je les mettais par année, c'était compliqué. Et puis, du coup, j'ai fait 12 catégories, comme dans un vidéoclub. Action et aventure, polar, science-fiction, horreur et épouvante, etc. Et puis, on a mis des films là-dedans. Et on passe vraiment du pur chef-d'œuvre, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, à un navet intersidéral qui est, par exemple, Le Père Noël contre les Martiens. Je ne savais même pas que ça existait. Puis voilà. Et ce qu'il y a de bien avec un livre comme ça, c'est que ça m'évite d'être chronophage, parce que je suis très chronophage. J'ai toujours envie d'en mettre plus. Et là, j'étais cantonné à 417 films diffusés et je ne pouvais pas avoir une latitude d'en rajouter ou d'en enlever. Par contre, j'avais une grande crainte, c'est de ne pas tous les trouver, parce qu'il y a beaucoup de téléfilms qui ont été diffusés. Les téléfilms des années 70-80, pour les trouver sur des supports domestiques, c'est impossible. Et là, je peux remercier les forums de cinéphiles. À un moment donné, on dit « Je cherche tel obscur téléfilm avec David Carradine des années 80. Ah oui, j'ai une VHS que j'avais enregistrée sur M6, je ne sais pas quand. » Et les gens sont très altruistes. Ils m'ont mis à disposition les fichiers, et à un moment donné, je me suis dit, s'il manque un film, je vais laisser une double page blanche, où je mettrai qu'une photo, etc. Puis en fait, le problème ne s'est vraiment pas posé. Et je dois saluer aussi les efforts de la Cinémathèque suisse, qui m'a mis à disposition toutes les photos de ce livre, parce que je voulais qu'il soit richement illustré. Il y a à peu près 600 photos dedans, dont beaucoup sont des photos qui ne sont pas des photos extrêmement courantes. On distribuait aux journalistes à l'époque des photos en noir-blanc. Alors par contre, je pensais avoir que de la couleur, mais on a beaucoup de noir-blanc, mais c'est uniquement parce qu'elles sont de meilleure qualité, elles sont plus rares. On a pas mal de photos de tournage, et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Les gens relèvent aussi en l'ouvrant en disant waouh, les photos elles sortent bien, ça c'était pas gagné d'avance non plus, on avait un peu peur. Et puis on les a pas forcément vues circuler partout tout le temps. Alors bon, 900 pages, vous dites plus de 600 photos, mais on est seulement entre 1984 et 1994, donc c'est seulement 10 ans, donc de la naissance de cette case film de minuit jusqu'en 1994. Pourquoi n'avoir choisi que 10 ans ? Alors, si vous faites le calcul, vous verrez déjà que j'ai triché un petit peu. Ça ne fait pas 10 ans, mais 11 ans. J'aurais dû m'arrêter en 93, mais j'ai fait jusqu'à fin 94 parce que je voulais absolument pouvoir mettre Massacre à la tronçonneuse dedans, qui est passé en 1994. Donc, je crois que c'est la seule fois que Massacre à la tronçonneuse est passé sur une chaîne de télévision publique. Parce que je crois qu'il n'y a jamais eu une autre diffusion, même encore maintenant, de ce film qui continue d'être transgressif, alors que c'est surtout le titre qui choque, et Toby Hooper avait bien compris ça. Je me suis arrêté là parce que moi, c'est vraiment la période que j'ai connue, que j'ai regardée. Et il y a deux phénomènes, c'est-à-dire qu'en 94, il y a la VHS qui arrive dans les supermarchés. C'est-à-dire vous pouvez aller faire vos commissions à la Migros, à la Coop, et trouver des VHS pour 29 francs, des films qui sortent. Donc le vidéoclub commence à être un tout petit peu en retrait. Et puis on a, une année, 2 ans après, 96, 97, le DVD qui arrive, qui nous donne accès à ce qu'on appelait des DVD zone 1, avec des sous-titres, souvent des VF, et on avait accès beaucoup plus facilement à ces films, parfois qu'on avait vu au film de minuit. Et aussi, j'ai remonté la grille jusqu'en l'an 2000, parce que la grille de diffusion n'existait pas. Moi, je pensais que ça serait simple, il suffirait de demander à la RTS qu'ils me sortent un fichier Excel avec tous les films diffusés. On m'a dit, on n'a rien. Donc j'ai dû passer 1 mois à farfouiller les programmes télé, radio-tv, je vois tout, des années 80, dans une bibliothèque universitaire, et créer moi-même mon fichier Excel. Et j'ai été suffisamment kamikaze pour le remonter jusqu'à l'an 2000, juste pour voir. Et à partir de 95, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de pépites, Zombie de George Romero, It's Alive, enfin des choses comme ça. Mais par contre, il y a de plus en plus de téléfilms, de science-fiction, des choses un peu obscures, puis des choses pas forcément très très intéressantes. Puis à un moment donné, j'étais obligé de m'arrêter parce que déjà l'éditeur kamikaze, donc les éditions Fin de siècle et son directeur Charlie Veutet, qui m'a dit oui, on fait. Je dis mais voilà, parce que moi je peux investir les milliers d'heures que vous voulez, par contre je ne veux pas hypothéquer mon 3e pilier dans ce livre. Il m'a dit oui, on fait. Donc salut, un grand coup de chapeau à Charlie Veutet, à toute l'équipe de Fin de siècle. Et si j'avais continué, ce livre il pèserait pas 3 kilos, mais il en pèserait 20. Et je vous garantis que quand je suis arrivé samedi, je suis venu avec une valise de livres, et c'est là qu'en sortant du train que je me suis dit mais pourquoi j'ai fait un livre aussi lourd ? Cette case de minuit, elle existe toujours. Et ça peut paraître étonnant, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de films sont accessibles sur Internet. Pourquoi ? Est-ce que vous avez cette information ? Pourquoi elle a été maintenue depuis si longtemps ? C'est sans doute une des plus vieilles cases, un des plus vieux rendez-vous de la RTS, encore présent. Comment expliquer cette longévité, au fond, de cette case de minuit ? Alors déjà, je pense qu'il faut juste préciser que cette case a été créée à la base pour prolonger les programmes au-delà de 22 heures.
À l'époque, après 22 heures, on avait la mire, puis de la neige à la nuit. Et à un moment donné, on se dit, on va étendre les programmes du week-end, en tout cas jusqu'à minuit, 1h du matin. Et c'est beaucoup plus facile d'acheter des catalogues de films que de créer, de produire du contenu. Donc à la base, il n'y a pas de réflexion, même si cette programmation est devenue inconsciemment clairvoyante, comme j'aime bien l'appeler, et qu'il y a quand même, même s'il y a un panel de films très très divers, mais il y a une espèce d'unité qui fait qu'il n'y a pas, à part quelques navets magistraux, à un moment on se dit mais pourquoi ça là non, il y a vraiment une cohérence. Alors cette case a été déplacée il y a une quinzaine d'années, je ne peux pas vous dire exactement quand, au vendredi, puisque le samedi, ils ont décidé de mettre que des films d'action. Donc puis maintenant, c'est des séries. Et le vendredi, c'est devenu vraiment que des films horreur pur jus. Pourquoi cette case existe toujours ? Écoutez, je vais rencontrer tout à l'heure Barbara Carquin, donc, qui s'occupe de la programmation. On ne se connaît pas encore. J'ai fait un travail solitaire. Elle savait que je faisais ça. C'est très simple. Je suppose qu'il y a un public. Je pense que si cette case horaire qui a été déplacée, elle est beaucoup plus tard maintenant. Elle est quasiment à 1h du matin. Elle est vraiment centrée quasiment que sur des films d'horreur. C'est qu'elle a toujours une raison d'être. Et n'oublions pas que, par exemple, le prix du public du NIF, d'office, j'ai cru comprendre qu'il était acheté par la RTS et que serait diffusé au film de minuit. Donc cette case a toujours sa raison d'être et malgré ce qu'on veut bien croire, malgré tous les streamings du monde, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai de plus en plus de gens qui viennent vers moi qui me disent « Ah mais j'ai regardé tel et tel film, je le trouve pas ». Je ne le trouve pas. Donc je pense qu'il y a encore un gros souci au niveau du streaming, malgré toutes les plateformes qu'il y a. Vous imaginez si à l'époque, il y avait un vidéoclub pour les films Warner, un vidéoclub pour les films Universal, un vidéoclub pour les films de la Fox et un vidéoclub pour les films Paramount, on serait venu fou. Le streaming, c'est un peu ça à l'heure actuelle. Et je pense que la télévision continue d'avoir une pertinence grâce à des cases horaires comme ça et à une raison d'être absolue. Donc, encore une fois, si cette case horaire n'avait plus sa raison d'être, moi, je pense qu'elle aurait disparu depuis très longtemps. Alors on a les mythiques introductions de ce film de minuit. On voit sur cette four le film de minuit avec cette musique, je crois, du lion, qu'on retrouve pour la Metro Goldwyn Mayer. Enfin, je vais pas tout chanter, mais c'est très connu. C'est une mélodie très connue. On imagine que quand même, ça vous touche. C'est des souvenirs, c'est intense. Alors, déjà, ce générique, moi je pensais qu'il serait facile à retrouver. Parce que ce générique, il a changé 4 fois, à ma connaissance. Maintenant, il y a les fameux squelettes qu'on entend au NIF et que tout le monde... etc. Mais le premier générique, c'est celui qui a été utilisé le plus longtemps. Il était réalisé par un monsieur qui s'appelait Edmond Lichty, qui s'occupait de toutes les animations de la RTS. TSR jadis, et à un moment donné je me suis dit voilà encore quelque chose qui va être facile à retrouver. J'ai appelé les archives de la RTS, on m'a dit tout le fond, j'ai appelé Edmond Lichty qui était encore vivant, il est décédé il y a 2 ans, il avait plus de 90 ans, il m'a dit j'ai tout donné à la Cinémathèque, comme j'avais un pied à la Cinémathèque pour les photos, je leur ai dit où est le fond Edmond Lichty, cherchez-moi ce générique, ils m'ont dit on l'a pas. La RTS, j'ai eu de la chance de rencontrer Didier Bufflier, qui était là en début de semaine, qui s'occupe de restauration, notamment il a fait Cial 4, une série de science-fiction de 1969 suisse, que je vous invite à regarder sur RTS Play, qu'on peut voir. Et c'était une bonne rencontre, parce que j'ai dit, mais ce générique, il est où ? Ce générique qui nous a tous bercés, effectivement, qui introduisait les films. Et il m'a dit, on ne le trouve pas. Et il m'a dit, est-ce que toi, tu l'as ? Et c'est là qu'on se rend compte que la technologie contre laquelle des fois je peste est extrêmement utile. Et c'est que j'ai dit oui, moi j'ai encore une ou deux VHS d'époque. Et il m'a dit numérise-le-moi, envoie-le-moi. Et à la RTS, ils ont un programme de reconnaissance faciale des images numérisées. C'est-à-dire qu'en entrant quelques photogrammes de ce que je lui ai donné, c'est comme pour l'ADN. Il a cherché des correspondances dans tout ce qu'ils avaient numérisé, dans les millions d'heures qu'ils ont numérisées. Et à un moment donné, il m'a envoyé un message, il m'a dit ça a matché. Et par chance, parce qu'ils n'ont pas le droit, la RTS n'a pas le droit de garder des images dont ils ne sont pas les initiateurs, les producteurs, donc ils ne peuvent pas numériser les films qu'ils ont diffusés. Mais avant, on avait toujours les sports, le samedi soir avec Jean-Jacques Tillman, et puis il y avait toujours un match qui n'était pas fini, et puis c'est pour ça qu'on devait toujours mettre des cassettes assez longues, parce qu'on avait une demi-heure des sports, et puis si on ne mettait pas une cassette assez longue, il nous manquait la fin de notre film. Et en fait, par chance, ils ont numérisé toutes les actualités sportives des années 80, et une ou deux fois, ils ont laissé pisser, comme on dit, au-delà du générique des actualités sportives. Et par chance, ils ont retrouvé un des génériques de films de minuit intact, en bonne qualité, qu'ils ont pu restaurer, complet, sans fondu au début à la fin, avec la musique. Et on a pu les diffuser en amont, parce que moi, ça me tenait vraiment à cœur des séances qu'on a eues mardi soir. Et je vous garantis que les larmes à l'œil, on les sentait, quoi. Des gens qui avaient vécu ça à l'époque, et même moi, bien sûr, c'est très, très, très émouvant. Très, très, très émouvant. Et pour l'anecdote, la dernière anecdote, Didier Bufflier, donc, qui est un type adorable, qui bosse aux archives de la RT, c'est ces hommes de l'ombre, mais qui font tout, beaucoup de choses. Il me dit en l'air, il me dit comme ça, est-ce que tu sais quel était le film diffusé ce soir au film de minuit ? Et j'ai dit, je suis sûr que c'était Pulsion de Brian De Palma.
Et il me dit, mais comment tu fais? Je dis, c'est les étoiles du cinéma qui continuent à être alignées par rapport à tout ce que j'ai fait. Moi, c'est le premier film que j'ai vu, je pense, au film de minuit, qui m'a extrêmement marqué, autant pour sa sensualité, son érotisme, que son côté vraiment effrayant. Et puis, après, je lui ai dit, bon, j'ai un tout petit peu triché, parce que c'est le film qui a été le plus rediffusé au film de minuit. Il a été rediffusé 4 fois en 11 ans, donc j'augmentais un tout petit peu la probabilité de tomber juste. Bon, on a envie de le découvrir un peu de l'intérieur, ce livre. Alors, on peut essayer de l'ouvrir avec vous. Et est-ce que vous pouvez alors nous montrer quelques-uns de vos coups de cœur dans ce livre? Alors, typique, un exemple qui, moi, est un film qui m'a extrêmement marqué au film de minuit, c'est Halloween 3, sous-titré Le sang du sorcier, en anglais Season of the Witch, qui est un film qui continue de se coltiner une horrible réputation, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas Michael Myers dedans. Donc c'est le seul épisode de la saga. Au-delà du deuxième, John Carpenter, je pense qu'il avait compris qu'il avait fait le tour de Michael Myers, qu'il n'y avait plus grand-chose à dire, et il avait proposé de donner les clés du royaume à des cinéastes chaque année pour faire un film anthologique, donc des films indépendants des uns des autres, à la manière de la 4e dimension un peu, puis de proposer une vision cauchemardesque, fantastique, autour de Halloween. Et du coup, Halloween 3, ça a été le seul coup d'essai. C'était le seul, puisque le film a été un flop absolu en salle. Et le film continue une mauvaise réputation, parce qu'il y a plein de gens qui disent c'est pas bien, mais ils l'ont pas vu. Et si on le en fait, à l'heure actuelle, Tommy Lee Wallace, qui est le réalisateur du film, dit le seul défaut en fait de ce film, enfin défaut, le seul problème, c'est qu'on n'aurait pas dû l'appeler Halloween 3, on aurait simplement dû l'appeler Season of the Witch, et ça aurait été sans doute plus simple de le détacher de ce truc. Mais ça, alors c'est vraiment une perle à découvrir. Alors on va faire un peu les monomaniaques, on reste avec John Carpenter, un téléfilm qui s'appelle Meurtre au 43e étage, en anglais Someone's Watching Me, point d'exclamation. Un film peu connu dans la carrière de John Carpenter, qu'on néglige, qu'il a tourné entre Assaut, son premier vrai grand film, qui marque ses codes, et Halloween. Il avait 3 semaines, 1 mois là entre à tuer, et la Warner avait acheté ce scénario, qui est basé sur une histoire vraie, je crois, un fait divers d'une femme qui se faisait harceler dans des immeubles haut standing par quelqu'un qui était quelqu'un du service d'entretien, qui avait les clés et des accès à tout, et qui les poussait carrément au suicide. Et Carpenter, en fait, la Warner voulait tourner un film de cinéma, et à un moment donné, ils se rendent compte que le scénario est trop léger pour faire un film horrifique. Ils concentrent tous leurs efforts sur l'Exorciste, l'Exorciste 2, l'hérétique, c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle, et ils mettent ce film pour la case télévision. Et Carpenter, qui a jamais tourné pour la télévision, lui propose ce film, et là, il y avait des carcans à l'époque, c'est 21 jours pour tourner un téléfilm, et il se dit que ça serait un excellent exercice de style, et je vous garantis que ce film, c'est une espèce d'épisode de Columbo flippant, mais vraiment, vraiment flippant. La scène d'ouverture, c'est un copier-coller de La mort aux trousses d'Hitchcock, on a les mêmes effets de dessin sur des immeubles, la musique est formidable, enfin bref, moi, c'est le genre de film doudou que j'ai découvert là, en se disant bon, ça va être tranquille, c'est un polar. Et puis en fait, il y a des scènes avec des tout petits effets très simples de télévision qui sont vraiment, vraiment flippants, et ça tient jusqu'au bout. Je vous garantis que c'est le genre de film que j'aime bien montrer à mes enfants, qui sont encore pas très âgés, mais ça marche parce qu'on sait qu'ils vont pas non plus faire des cauchemars la nuit, mais qu'ils vont quand même avoir leur lot de sensations. Donc c'est un téléfilm qui a 40 ans, mais qui fonctionne encore toujours très, très bien. Waouh, quel travail sur les photos, des photos vraiment inédites, on peut le dire. Alors encore une fois, je peux remercier grandement la Cinémathèque suisse qui m'a mis à disposition ces collections de photos. À un moment donné, j'étais presque avec des casques de spéléo. Non, parce qu'il faut être dans des chambres pressurisées avec des petits gants, c'est des choses quand même, il faut faire attention. Mais à un moment donné, c'était plus simple que j'aille sur place. Donc on me sortait des chariots de photos, et puis c'est très chronophage parce que moi j'adore ça. Donc j'ai trouvé des trucs formidables, genre, notamment des transparents d'affiches sans les textes, comme Piranha là qu'on a mis au début. J'ai dit ça, faut absolument les mettre. Par contre, on s'est cassé les dents sur des téléfilms, parce que pour les téléfilms, il y avait très rarement des sorties salles. Certains téléfilms qui sont là-dedans sont sortis en salle dans certains pays, on trouvait des photos d'exploitation, pour d'autres pas, et du coup il a fallu jouer avec d'autres stratagèmes, et là c'est le cas, on a dû faire des photogrammes, des capture screen comme on les appelle, des captures d'écran de Blu-ray, puisque par chance ce film-là est ressorti en Blu-ray, et on a pu prendre des photos qui n'existent vraiment pas, enfin oui elles sont dans le film, mais c'est pas des photos qui ont été d'exploitation d'époque, donc ça relève encore d'un travail de fou furieux. D'ailleurs je peux remercier aussi un monsieur qui s'appelle Daniel Bouteiller, qui est en France, qui m'a mis à disposition toutes les photos que la Cinémathèque n'avait pas, parce que pour certains films genre Halloween 2, très étrangement, il n'y avait aucune photo. Et lui, c'est un fou furieux de la photo. Vous lui dites, j'ai besoin de ça. Par exemple, pour le Crépuscule des Aigles, je fais tout mon texte en fonction d'une photo que j'avais vue quand j'étais enfant. Une photo d'Ursula Andress habillée avec un costume d'aviateur. Et en fait, quand j'ai vu le film, j'étais extrêmement frustré parce que c'est une photo de promo et elle apparaît à aucun moment en aviateur dans le film. Et la Cinémathèque n'avait pas assez de photos. Et cette photo était dans tous les programmes télé à l'époque. Chaque fois que le film passait, je dis, je cherche cette photo. En un quart de seconde, il m'a dit, oui, c'est bon, je l'ai, clac, boum. Donc il m'a vraiment sauvé de quelques manquements avec ce genre de choses, quoi.
Voilà, une autre affiche, vous parliez de Piranha, du film Piranha, une affiche mythique avec ces poissons tueurs, mangeurs d'hommes. Comme première image presque de votre livre, vous avez choisi cette affiche de Piranha, enfin ce dessin de base, on voit surtout le dessin. Pourquoi ? Parce que, comme beaucoup, je suis un fan de films de monstres sous-marins. On a tous été marqués par Les Dents de la Mer, qui a été diffusé à la RTS, à Spécial Cinéma, le 19 décembre 1983, juste avant que le film de minuit commence. Et en fait, après, on a envie de voir tous les films de requins, tous les films de monstres aquatiques. Et je pense que Piranha, c'est le meilleur pastiche qu'il y ait eu, parce que c'était un film de production Roger Corman, qui voulait faire un ersatz des Dents de la Mer, sauf qu'il confie les rênes à Joe Dante, qui en fait un film de conspiration. Parce que si on regarde même Gremlins, toujours dans les films de Joe Dante, il y a un sous-traitement un peu politique. C'est pas que je veux essayer suranalyser les films, mais en fait, c'est le gouvernement nous ment. Et on revient sur le scandale du Watergate, sur la guerre du Vietnam, sur l'assassinat de Kennedy et tout ça. Et pour ça, je trouve que Piranha est presque plus un film de conspiration qu'un film de monstres, puisque finalement les monstres c'est des bouts de caoutchouc qu'on voit de temps en temps, et on a surtout une petite musique qui fait blou 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 blou, chaque fois qu'ils apparaissent on les voit jamais, mais ce film est génial. Et quand je suis arrivé à la cinémathèque, à un moment donné j'ouvre une enveloppe et je vois un transparent de l'affiche mais sans les textes, comme moi je ne l'avais jamais vu, et je sais même pas si ça n'a pas dû beaucoup circuler, et que je pose la question est-ce qu'on peut scanner des transparents, on me dit oui, je dis celle-là c'est sûr et certain qu'à un moment donné j'arriverai à la caser quelque part. Et là aussi mon éditeur voulait absolument laisser beaucoup de pages blanches, et on a beaucoup discuté, des discussions très animées en disant non mais là il faut absolument, et il y a eu des très bons compromis. J'avais aussi une mauvaise idée, des fois quand on a trop la tête dans le guidon, quand on fait un livre, on a ça en tête et à un moment donné on n'a plus de regard extérieur, et moi je voulais absolument mettre un maximum de photos, et le graphiste qui a mis en page l'intérieur du livre, qui s'appelle Florent Quenet, a eu la bonne idée d'insister pour me dire que parfois avoir une seule photo en plein pot, ça dégageait beaucoup plus. D'ailleurs, je vous en montrerai une après si vous voulez. Et effectivement, il avait absolument raison. Et dans la majeure partie des cas, on a préféré privilégier une seule photo en plein pot, même si j'en avais tellement, j'aurais pu en mettre encore plus des photos. J'ai dû me faire un peu violence, mais je pense que pour le résultat, c'était une très très bonne idée. Alors, dernier exemple peut-être, un dernier film qui illustre bien et qui donne envie, qui pourrait nous donner envie de découvrir et d'acheter votre livre, bien sûr. Voilà donc un autre film que vous avez choisi pour nous présenter votre livre. Oui, un film qui était passé le premier été du film de minuit, où le film de minuit s'arrêtait et la RTS était suffisamment kamikaze pour avoir déplacé ça sur le mercredi soir, en prime time à 20h05. Ils avaient passé toutes des adaptations de Roger Corman, entre autres, plus des films de science-fiction vraiment très bien. Et au milieu de ces films, il y a un film, en plus ils changeaient les titres des fois, qui s'appelait Mister Rayon X, alors que le titre original français véridique est L'horrible cas du docteur X, avec Ray Milland. C'est un film qui m'avait fait peur, mais terriblement. C'est l'histoire d'un toubib. C'est un peu un préquel de La Mouche de David Cronenberg, qui invente un sérum qui peut s'injecter dans les yeux et qui lui permet de voir à travers les corps humains, qui évite aux gens, par exemple, de faire des radios, d'être irradiés à toute petite dose. Et évidemment, comme il ne trouve aucun cobaye, personne ne veut solliciter ça, même à l'intérieur de l'organisation de l'université où il bosse, très, très prestigieuse. Il décide de faire son propre cobaye, sauf que ce sérum de vérité, ce sérum rayon X est très addictif, donc il doit s'en mettre de plus en plus, et plus il s'en met, plus il voit à travers tout. Donc la deuxième étape, c'est qu'il voit les gens nus, dont les femmes, et puis après il voit à travers tout, jusqu'à la fin une image choc. Alors évidemment le film a vieilli, c'est un film de Roger Corman, un des meilleurs films de Roger Corman, qui est souvent passé sous couvert. On parle plutôt de ses adaptations d'Edgar Allan Poe qui sont peut-être moins intéressantes, et jusqu'à la fin il y a une image effroyable qui m'a vraiment marqué. Évidemment je ne vous le dirai pas ici, il faut regarder le film, et puis il faut peut-être lire le livre aussi, mais oui, ça c'est un cas d'un film très marquant. Puis je vous rappelle que c'était en août 1984, j'avais 11 ans, donc ouais, voilà. Un film même qui paraît complètement démodé peut marquer les esprits, même encore 40 ans après. Dernier mot, sans doute, pour parler de votre livre, pour donner envie aussi. Enfin, qu'est-ce qu'il faut s'attendre à trouver dans votre livre ? Alors, ce qu'il faut s'attendre à trouver dans mon livre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un panel de films extrêmement variés, mais dont la majeure partie sont vraiment des bons films, voire des chefs-d'œuvre, avec quelques nanars, mais des fois les nanars sont très très marrants. Mais moi je dirais, le mot de la fin, c'est qu'après un travail solitaire, à un moment donné, on lâche le bébé dans la nature, et moi j'ai été ravi de voir des gens qui sont venus vers moi, des gens que je connais peut-être, mais que j'ai pas vu depuis des années, qui m'ont dit « Ah, mais on veut absolument savoir quand tel film a été diffusé », parce que j'ai mis à la fin un agenda de diffusion de tous les films par semaine, et j'ai même eu un ami qui est venu vers moi, il m'a dit « Ah, mais j'étais extrêmement content de retrouver cette date, non pas pour le film, mais parce que j'avais rendez-vous avec ma première petite copine après. » Donc c'est des histoires incroyables, et je me rends compte que c'est un peu bateau, mais en Suisse romande on a tous quelque chose en nous du film de minuit. Je crois que j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ouais, on se souvient très bien tel film, tel moment », et je crois qu'à
n'importe quel moment, les enfants des années 80 ou les ados des années 80 se sont retrouvés un samedi soir, peut-être même carrément en direct sans les parents, en disant on va regarder un film qui va nous faire flipper. Et je suis ravi que les gens comprennent la démarche, parce que ça, évidemment, c'est un grand saut dans le vide, et on se dit mais est-ce que les gens vont comprendre le truc? Et effectivement, j'ai encore pas trouvé une personne qui m'a dit mais je vois pas du tout où vous vouliez en venir. Donc, je pense que le pari est gagné et faut arrêter la fausse modestie, même si c'est pas toujours évident pour moi, mais je crois que je suis fier de ce livre. Pour décrire cette case de minuit, vous avez choisi 2 films dans le cadre de cette rétrospective du NIF, La Sentinelle et le Retour des morts vivants. Pourquoi ces 2 films ? Alors déjà, je dois remercier le NIF et Pierre-Yves Valder qui a très vite compris ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que moi j'avais envie vraiment de vernir ce livre ici parce qu'il était impossible pour moi de concevoir d'avoir une aussi grande concentration de potentielles personnes intéressées par ce sujet qu'ici. Donc même avec le meilleur vernissage du monde, je ne pouvais pas être mieux que là. Et très vite, il m'a dit mais oui, on fait, puis on diffuse des films. Puis très vite, lui aussi, il me dit mais que ça passait quand, etc. Et je pense qu'on en a chacun choisi un peu inconsciemment un. Moi, j'ai choisi La Sentinelle, enfin, on l'a fait les deux, mais moi, c'était très très important pour moi de passer La Sentinelle des maudits parce que tout le monde se souvient de Rosemary's Baby, tout le monde se souvient de L'Exorciste, tout le monde se souvient de La Malédiction, mais personne ne connaît La Sentinelle des maudits, qui est un film Universal, donc le 4e studio, le seul qui n'avait pas encore produit son film sataniste. Et c'est un film qui a beaucoup de connexions avec Rosemary's Baby, qui a été tourné dans une vraie maison à New York qui existe. Si vous voulez, je vous donnerai l'adresse, vous pouvez aller, vous sonner, les gens vous ouvrent, vous expliquent comment ça se passait. Et moi, c'est le film, je pense, qui m'a le plus fait flipper au film de minuit, parce qu'il y a un twist final absolument incroyable, et on arrive à la fin, on dit oh là là là, pas bon, vraiment pas bon. Et c'est un film doudou, comme je les appelle, qui continue, moi, à me faire peur, de la même manière que quand je l'ai vu en 1987, au mois de mai, je crois. Et Pierre-Yves Valder tenait à passer Le Retour des morts vivants pour un truc beaucoup plus fun, détendu. Et aussi parce que lui, à l'époque, c'est lui qui me l'a dit, il n'avait pas compris que c'était une comédie. Donc ça, il avait donné des cauchemars pendant des jours et des jours. Et aujourd'hui, maintenant, évidemment, il voit que c'est une comédie. Et c'était très bien d'avoir 2 films qui vont dans le cadre horrifique, mais dans un cadre complètement différent, puisqu'évidemment, Le Retour des morts vivants, c'est une grosse déconnade, et que c'était un pur plaisir d'avoir quasiment une centaine de personnes dans la salle qui hurlaient pendant la projection. Donc c'était vraiment un très très chouette moment. Doudou, là, c'est plusieurs fois qu'on entend ce terme film doudou. Vous, c'était pas alors les ours en peluche, votre doudou, c'était les films d'horreur ? À la vraie, j'avais un ours en peluche qui s'appelait Frédéric, que j'ai jamais retrouvé. Je pense que j'ai dû le jeter bêtement quand j'avais 20 ans. Alors ça, c'est le gros inconvénient. Vous savez, à un moment donné dans notre vie, on a tous, je pense, des casseroles qui reviennent à la surface et on aimerait retrouver des choses d'enfance. Et moi, mon doudou, il est perdu à tout jamais. Par contre, les films que je regardais à l'époque, ils sont toujours là, mais je vous garantis que j'ai autant de films doudou dans des comédies innocentes françaises que dans des films d'horreur. Hein. Donc moi, je pense pas que je suis un cinéphile monomaniaque sur un genre. J'aime le cinéma au sens large du terme, le cinéma qui fait plaisir, le cinéma qu'on aime regarder et le cinéma qu'on aime partager. Donc au fond, les films doudou, c'est les films de votre enfance et ces films de la case de minuit font partie de votre enfance. Alors on peut trouver des films doudou à 45 ans, je pense. Hein. Je pense qu'un film doudou, c'est un film que si maintenant vous vous asseyez devant une télévision, vous zappez, et que ce film-là passe à la télévision, vous allez rester croché devant. Vous l'avez déjà vu 10 fois, 15 fois, mais vous allez rester, puis vous allez prendre le même plaisir que la première fois. Effectivement, c'est toujours des choses qui nous rattachent à des moments très très précis de notre existence.